Il est 4 heures du matin. L'air est encore frais, presque piquant sur les collines de Grasse. Le silence n'est pas un vide ici, c'est une attente. Je sens l'humidité de la rosée qui pénètre mes gants en cuir usé, le froid qui s'insinue dans mes os. Mais je ne m'arrête pas. Mes doigts connaissent chaque tige, chaque épine de cette rose de mai que nous cultivons depuis 4 générations. C'est un geste que j'ai appris de mon père, qu'il avait appris du sien. On ne cueille pas la rose, on la libère. Il faut ce petit mouvement sec du poignet, au moment précis où le soleil s'apprête à percer l'horizon, pour capturer l'essence avant qu'elle ne s'évapore. La maison Henri, c'est cela de la terre sous les ongles et de l'or dans les flacons. Mais pour mon fils Julien, ce n'est qu'une vieille bâtisse qui sent le renfermer, et des champs qui ne rapportent pas assez de dividendes. Soudain, le silence de la vallée est brisé. Un rugissement mécanique vulgaire déchire la paix de l'aube. Une Ferrari rouge sang dérape sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière qui vient salir les pétales fragiles. Je soupire, en redressant mon dos douloureux. Mon fils Julien sort de la voiture, suivi de sa femme, ma belle-fille Chloé. Ils ont l'air de 2 corps étrangers, déposés là par erreur. Julien ajuste sa veste de costume à 2000 €, tandis que Chloé grimace en descendant de son siège en cuir ses talons aiguilles, s'enfonçant immédiatement dans la terre meuble. Elle porte un foulard de soie qui coûte le prix d'un tracteur d'occasion, et elle agite la main devant son nez, comme si elle traversait une décharge publique. Quel parfum de malheur ils apportent avec eux. Une odeur de ville de fumée et de mépris. Maman, regarde-toi. Tes mains sont noires de terre, tes vêtements sentent le fumier, et tu t'accroches à ces vieilles pierres comme une mendiante à son crouton de pain. Il est temps de fermer la boutique avant que tu ne perdes la tête pour de bon. Lança mon fils Julien en guise de bonjour. Il ne s'approcha pas pour m'embrasser. Il avait peur de salir son revers. Il regardait mes mains calleuses avec une pitié qui me faisait plus de mal qu'une insulte directe. Mais il ne savait pas une chose. Une seule petite ligne, cachée dans le grand registre de famille, allait bientôt faire s'écrouler son monde de verre et d'acier. Dans le tiroir secret de mon secrétaire, le document du notaire Maître Pierre attendait son heure. Ce n'était pas qu'une simple entreprise qu'il voulait acheter, c'était une âme. Et l'âme de la maison Henri ne s'achète pas avec des chèques en bois. « On ne peut pas continuer comme ça, maman », ajouta-t-il en consultant sa montre de luxe. « Le monde a changé. On ne fait plus de parfum avec des fleurs, et de la sueur on fait du profit avec du marketing et des algorithmes. » Ma belle-fille Chloé sortit son téléphone dernier cri et commença à filmer les rangées de rosiers. Elle ricanait en parlant à son écran présentant la maison ancestrale comme une curiosité folklorique pour ses milliers d'abonnés. « Regardez-moi cette vie de paysanne, c'est tellement authentique, n'est-ce pas ?» railla-t-elle d'une voix traînante. Elle ne voyait pas les siècles de savoir-faire, elle ne voyait que du contenu pour sa prochaine publication. Elle ne sentait pas le parfum sacré, elle ne sentait que l'opportunité de briller. Le soir venu, le dîner fut un supplice de politesse forcée. J'avais préparé un rôti comme nous le faisions toujours le dimanche, mais l'ambiance était glaciale. Julien ne toucha presque pas à son assiette. Il était agité, ses doigts, pianotant sans cesse sur la nappe en lin brodé. Finalement, il posa un dossier épais sur la table juste à côté du plat de porcelaine. Le logo de LuxCorp brillait sous la lumière de la suspension en cuivre. « Voilà l'offre maman. 10 millions d'euros. Cash. Il rachète tout le nom, l'usine Les Stocks. Tu pourras enfin prendre ta retraite dans un bel appartement à Nice, face à la mer, loin de cette boue et de ces odeurs de fertilisants. » Je posai lentement ma fourchette. Le bruit du métal contre la porcelaine résonna comme un coup de feu
dans la salle à manger. « Et les terres, Julien? Et les gens qui travaillent ici depuis 30 ans ?» demandai-je d'une voix que je voulais calme. Mon fils Julien eut un rire nerveux, un petit son sec qui trahissait son impatience. « Les terres seront converties pour la production de masse, ou peut-être revendues pour un projet immobilier de luxe. Quant aux ouvriers LuxCorp à ses propres équipes, ils n'ont pas besoin de gens qui ramassent les fleurs à la main comme au 19e siècle. C'est une relique poussiéreuse, ton usine, maman. Signe ces papiers et on en finit. » Ma belle-fille Chloé renchérit en ajustant son bracelet en or. « Tu te rends compte de la chance que tu as? Avec cet argent, on pourra enfin vivre normalement. Julien pourra investir dans de vrais projets. Et je pourrai enfin me débarrasser de cette odeur de terre qui me colle à la peau dès que je passe le portail. Tu es trop vieille pour comprendre le business. Alors laisse les professionnels s'en occuper. » Elle me regardait avec une condescendance insupportable, comme si j'étais une enfant un peu simple d'esprit, qu'il fallait guider vers la sortie. Elle ignorait que chaque ride sur mon visage était une page d'histoire qu'elle ne saurait jamais lire. Pendant qu'il parlait, mon regard fut attiré par une petite enveloppe qui dépassait de la poche intérieure de la veste de Julien qu'il avait jetée négligemment sur une chaise. C'était un papier bleu, avec l'entête d'un cabinet de recouvrement. Un avis d'expulsion pour son appartement de luxe à Paris. Je sentis mon cœur se serrer. Ce n'était pas par amour pour moi qu'il voulait vendre, ce n'était pas pour m'offrir une vie meilleure. C'était pour sauver sa propre peau, pour éponger ses dettes de flambeur et maintenir son train de vie de façade. Il était aux abois et il était prêt à vendre l'héritage de ses ancêtres pour quelques mois de répit supplémentaires dans ses salons de marbre. Je levai les yeux vers lui, cherchant une trace de l'enfant qui autrefois courait dans les champs, en riant les mains pleines de pétales. Mais je ne vis qu'un homme dévoré par l'ambition, et la peur, un homme qui avait oublié d'où il venait. « Je dois réfléchir, Julien, » murmurai-je en repoussant le dossier du bout des doigts. Mais il ne l'entendait pas de cette oreille. Sa patience s'évapora instantanément, laissant place à une colère froide et brutale qui me fit frissonner. Il se leva brusquement, faisant basculer sa chaise dans un grand fracas. « Réfléchir! Il n'y a rien à réfléchir !» hurla-t-il en frappant du poing sur la table, faisant trembler les verres à vin. « Tu vas signer ces papiers, maman, d'une manière ou d'une autre. Si tu refuses, je demanderai une mise sous tutelle. Je dirai que tu n'as plus toute ta tête, que tu es incapable de gérer tes affaires. Je vendrai cette propriété morceau par morceau s'il le faut. Tu ne te rends pas compte de l'erreur que tu fais. Signe ou je te déclare mentalement incompétente et je le fais à ta place. » Le silence qui suivit était lourd, étouffant. Les ombres sur les murs semblèrent se rapprocher. Mon propre fils me menaçait de m'arracher ma dignité pour de l'argent. Je le regardais droit dans les yeux sans ciller. Il pensait m'avoir brisée, mais il ne faisait que renforcer ma résolution. Le lendemain matin, une brume épaisse recouvrait la vallée, comme si le ciel lui-même hésitait à dévoiler ce qui allait se passer. Dans la cuisine, l'odeur du café fort se mêlait à celle de la cire d'abeille. Je regardais la vapeur s'élever de ma tasse, mes mains entourant le grès chaud, pour calmer leur tremblement. Julien entra déjà vêtu de son costume sombre, le visage tendu et les yeux rougis par une nuit que j'imaginais sans sommeil. Il ne me regarda pas. Il se dirigea directement vers la cafetière, ses gestes brusques trahissant son impatience. « Maître Pierre sera là dans 1 heure. » annonça-t-il sans même un bonjour. « J'espère que tu as repris tes esprits, maman. Cette vente est la seule issue raisonnable. Pour toi comme pour moi. » Je restai silencieuse un moment, observant les ombres qui dansaient sur les carreaux de faïence. « Julien, mon fils,
dis-je doucement. « Es-tu bien sûr de comprendre ce que tu vends? Est-ce que tu vends la société ou est-ce que tu vends l'héritage ?» Il eut un ricanement méprisant en reposant sa tasse. « C'est la même chose, maman. Le nom, les murs, les cuves en cuivre. Tout cela ne vaut que par le prix que LuxCorp est prêt à mettre. Ne commence pas avec tes distinctions poétiques. Le droit des affaires ne s'encombre pas de nostalgie. Une entreprise est une structure juridique, pas une boîte à souvenirs. » Il ne vit pas le petit sourire triste qui étira mes lèvres. Il était si sûr de lui, si aveuglé par les chiffres qu'il en oubliait de lire entre les lignes. La porte d'entrée grinça, et le pas lourd de maître Pierre résonna dans le couloir. C'était un homme d'un certain âge, avec des cheveux blancs soigneusement peignés, et un regard qui semblait tout voir, sans jamais juger. Il portait sous le bras une serviette en cuir usé qui contenait le destin de notre famille. Julien soupira ostensiblement, consultant sa montre. « Ah, enfin! On commençait à croire que vous vous étiez perdu dans vos vignes, maître !» lança-t-il avec une pointe d'agacement. Pierre ne releva pas l'impolitesse. Il s'installa à la table de la salle à manger, sortant les documents avec une lenteur calculée qui irritait Julien au plus haut point. « Monsieur Julien, avant de commencer, » commença le vieux notaire d'une voix posée. « Je me dois de vous suggérer une relecture attentive des annexes. Certains points concernant les actifs immatériels et les baux ruraux mériteraient à votre attention. » Julien coupa court d'un geste de la main, comme s'il chassait une mouche importune. « Écoutez, mon cher maître, je n'ai pas le temps pour vos leçons de droit de campagne. J'ai des avocats à Paris qui ont passé des nuits entières sur ce contrat. Votre rôle est simplement de valider la signature de ma mère. Le reste n'est que de la bureaucratie de province. » Pierre me jeta un coup d'œil rapide, un échange silencieux que mon fils ne remarqua même pas. La tension dans la pièce était presque palpable, comme l'électricité avant un orage d'été. J'approchai ma chaise de la table de chêne. Devant moi, les feuilles de papier blanc semblaient qui me brillaient d'une lueur cruelle. Chaque paragraphe représentait une partie de ma vie, chaque clause une concession à la modernité que je détestais. Je levai les yeux vers le portrait de mon défunt mari Henri, qui nous observait depuis le mur opposé. Ses yeux semblaient me dire que le moment était venu de tester la solidité de ce que nous avions construit ensemble. « Vous êtes sûre, Élise ?» demanda Pierre d'une voix basse, presque un murmure. Je sentis le regard brûlant de Julien sur moi, une pression invisible qui exigeait ma reddition. Il tenait déjà le stylo plume en or qu'il m'avait offert pour mon dernier anniversaire, un objet brillant et froid qui semblait n'avoir jamais servi. « Je signe », dis-je enfin. Le bruit de la plume griffonnant sur le papier fut le seul son dans la pièce pendant plusieurs minutes. Julien retenait son souffle, ses yeux brillants d'une lueur de triomphe malsain. Il voyait déjà les 10 millions d'euros sur son compte. Il voyait déjà ses créanciers s'éloigner. Il voyait déjà son retour triomphal dans les cercles mondains de la capitale. Une fois la dernière page paraphée, Julien s'empara du dossier avec une hâte presque indécente. Il ne prit même pas le temps de me remercier ou de me demander comment j'allais. Il était déjà ailleurs, dans un futur fait de béton et de verre. « Voilà, c'est fait. Enfin !» souffla-t-il en rangeant les documents dans son attaché-case. Il se tourna vers moi, un sourire forcé aux lèvres. « Ne t'inquiète pas pour la suite, maman. Je vais appeler une agence spécialisée. Ils t'enverront une infirmière ou une dame de compagnie pour t'aider à faire tes cartons. Tu n'auras à t'occuper de rien. La maison sera vidée d'ici la fin du mois. » Moyen. Chloé, ma belle-fille, apparut dans l'encadrement de la porte, son téléphone à la main, sans doute déjà en train de réserver une suite dans un palace pour fêter l'événement. « On y va, Julien. J'ai horreur de cette odeur de vieux papier et de poussière. Ça me donne la migraine. »
dit-elle en réajustant ses lunettes de soleil. Elle ne m'adressa pas un mot, ne me jeta pas un regard. Pour elle, j'étais déjà un meuble encombrant dont on venait de se débarrasser avec profit. Ils se dirigèrent vers la sortie, leurs pas résonnant sur les dalles de pierre, avec une légèreté insultante. Je les raccompagnai jusqu'au perron. La Ferrari rouge attendait, moteur vrombissant, prête à s'élancer loin de ce monde de terre et de racines. Julien monta à bord, sans se retourner, son esprit déjà tourné vers les banques de Paris. Il ne vit pas que je restais là immobile sur le seuil de cette maison, qu'il pensait m'avoir volée. Il ne vit pas non plus maître Pierre, resté dans l'ombre de l'entrée qui tenait dans sa main un petit carnet de cuir noir que Julien n'avait même pas daigné ouvrir. La poussière soulevée par la voiture retomba lentement sur les rosiers, comme un linceul gris. Une fois le bruit du moteur évanoui dans le lointain, le silence reprit ses droits sur la colline. C'était un silence différent, plus dense, plus lourd de secrets. Pierre s'approcha de moi, son visage gravé d'une expression indéchiffrable. « Il ne l'a pas lu, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en désignant la direction prise par la voiture. « Non, Pierre. Il n'a lu que ce qu'il voulait voir. Son arrogance a été son seul guide. » répondis-je en sentant une force nouvelle couler dans mes veines. Le piège était scellé, et c'est Julien lui-même qui en avait tourné la clé. Je me tournai vers le vieux notaire, mes yeux brillants d'une détermination glaciale. « Pierre, écoutez-moi bien. Je veux que vous fassiez changer tous les verrous de la propriété dès cet après-midi. L'usine, les entrepôts, et surtout le chemin qui mène au champ de roses. » Pierre hocha la tête, comprenant immédiatement l'ampleur de ce qui allait suivre. « Et pour la gendarmerie ?» demanda-t-il. « Prévenez-les. Dites-leur que toute intrusion sur les terres sera considérée comme une violation de propriété privée. » Je posai ma main sur le chambranle de la porte, sentant la texture du bois centenaire. Mon fils pense avoir vendu l'âme de la maison, Henri, mais il n'a vendu que les murs. Il a oublié que les fleurs ne poussent pas sur les contrats de vente, elles poussent dans la terre. Et cette terre, Pierre, elle m'appartient à moi et à moi seul. Personne n'entrera ici sans mon autorisation. Pas même mon fils. Surtout pas mon fils. Le vent se leva soudain, portant avec lui le parfum entêtant des roses, prêtes à être cueillies. Un parfum que Julien ne sentirait bientôt plus que dans ses cauchemars. À Paris, sous les ors du Ritz, la fête battait son plein dans une démesure qui me semblait même de loin profondément indécente. Les lustres en cristal de Bohême projetaient des milliers d'éclats sur une foule de gens dont l'élégance n'avait d'égal que la vacuité de leur conversation. Julien, mon fils, se tenait au centre de ce tourbillon, une coupe de champagne de millésimes à la main, savourant ce qu'il croyait être l'apogée de sa vie d'homme d'affaires. Sa veste de costume taillée dans une laine si fine qu'elle semblait liquide épousait ses mouvements de conquérant. Il riait, il pérorait, il distribuait des poignées de main comme on distribue des titres de noblesse. Autour de lui, les parfums de synthèse lourds et agressifs saturaient l'air masquant toute trace d'humanité derrière des effluves de musc artificiel et de vanille industrielle. C'était un monde de paraître où la valeur d'une personne se mesurait au nombre de zéros sur son compte en banque. Et Julien se sentait enfin à sa place, loin, très loin, de la terre collante de Grasse. Ma belle-fille Chloé était dans son élément. Elle ne quittait pas son téléphone des yeux, ses doigts fins, aux ongles parfaitement manucurés, pianotant sans relâche sur l'écran brillant. Elle mettait en scène sa nouvelle vie, cadrant chaque photo pour que l'on voie bien les symboles de sa richesse soudaine. Elle filmait les buffets de homards, les serveurs en livrée. Et surtout, elle se filmait elle-même avec ce sourire figé, qui ne montrait aucune joie réelle, seulement la satisfaction d'être enviée. Adieu la boue, adieu les corvées.
écrivait-elle sous une photo de ses chaussures à semelles rouges. Elle parlait à ses milliers d'abonnés, comme si elle venait de s'échapper d'une prison dorée, sans comprendre que la véritable prison était celle qu'elle était en train de se construire, à coups de likes et de commentaires superficiels. Pour elle, la maison Henry n'était qu'un lointain souvenir désagréable, une tache sur son image de marque qu'elle venait d'effacer avec un chèque de 10 millions d'euros. Au milieu de cette agitation, Victor Dubois, le président directeur général de LuxCorp, fit son entrée. C'était un homme qui exhalait une puissance froide, une autorité qui ne supportait aucune contradiction. Ses yeux d'un gris métallique ne semblaient jamais scier. Il se dirigea vers Julien avec une précision chirurgicale, ignorant les courtisans qui tentaient de l'intercepter. Julien Flatteur s'inclina presque devant lui. L'échange fut bref, professionnel, dénué de toute chaleur humaine. « Les fonds ont été transférés, monsieur Henry », dit Dubois d'une voix monocorde, qui rappelait le froissement de billets neufs. « Mes équipes sont déjà sur place à Grasse. Nous allons transformer votre petite exploitation artisanale en une machine de guerre mondiale. » Julien acquiesça avec empressement, trop heureux de se débarrasser de ce qu'il appelait un boulet. Il pensait avoir vendu le passé pour acheter le futur sans se douter que le futur qu'il achetait était bâti sur du sable. À des centaines de kilomètres de là, dans le calme trompeur de la vallée de Grasse, le réveil fut brutal. Le convoi de LuxCorp arriva devant les grilles de la maison Henry, avec la subtilité d'un bulldozer. C'était énorme camion blanc, sans âme, conduit par des hommes qui ne connaissaient rien au cycle des saisons ou à la fragilité des pétales de rose. Ils descendirent de leur véhicule, munis de dossiers numériques et de scanners, prêts à inventorier chaque centimètre carré de ce qu'ils considéraient désormais comme leur propriété. Les ouvriers de l'usine, ceux qui avaient passé leur vie à soigner les alambics et à surveiller les macérations, regardaient cette invasion avec une tristesse impuissante. On leur ordonna de s'écarter, de laisser la place aux experts de la capitale. Les serrures furent forcées, les vieux bois craquèrent sous les pas des vigiles. C'était le début d'un pillage légal, une tentative de rationaliser ce qui ne l'avait jamais été. Le chef chimiste dépêché par LuxCorp, un homme du nom de Monsieur Morel, se dirigea d'un pas assuré vers le bureau directorial. C'était là, dans ce sanctuaire, où Henry et moi avions passé tant d'heures à composer des accords olfactifs, que se trouvait le coffre-fort. Un vieux modèle en fonte noire et imposant, qui renfermait le cœur battant de notre maison, la formule secrète de l'âme de Henry. Monsieur Morel sortit de sa poche un petit morceau de papier sur lequel Julien avait noté les chiffres de la combinaison. Ses doigts agiles firent tourner le cadran. Un déclic métallique sec et définitif résonna dans la pièce silencieuse. Il tira sur la poignée lourde. La porte s'ouvrit en grinçant. Monsieur Morel s'attendait à trouver des parchemins jaunis, des registres de cuir, peut-être des fioles scellées à la cire. Mais ses yeux ne rencontrèrent que le métal nu de l'intérieur du coffre. Le coffre était vide, absolument désespérément vide. Monsieur Morel passa sa main à l'intérieur comme s'il espérait qu'un compartiment secret se révélerait à lui par magie. Il n'y avait rien, pas même un grain de poussière. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le vacarme des camions à l'extérieur. Les assistants de Morel se regardèrent en blême. Ils avaient acheté une usine de parfums sans la recette du parfum. Ils possédaient les cuves, mais pas ce qu'il fallait mettre dedans. La panique commença à poindre sous le vernis de leur professionnalisme. Ils se mirent à fouiller les tiroirs, à retourner les dossiers, à vider les armoires. Mais le résultat fut partout le même.
Les archives avaient disparu. Le savoir-faire, ce trésor immatériel qui faisait la fortune de la maison Henry, s'était envolé. Pendant ce temps, à l'entrée des champs de roses, la situation tournait à la confrontation. Les techniciens agricoles de LuxCorp, chargés de commencer la fertilisation chimique intensive des terres, se retrouvèrent face à un obstacle imprévu. Maître Pierre, notre notaire, se tenait devant le grand portail de fer, les pieds fermement ancrés dans le gravier. Il ne portait pas sa robe d'avocat, mais un vieux manteau de chasse qui lui donnait l'air d'un seigneur protégeant ses terres. À ses côtés, 2 gendarmes en uniforme assuraient une présence calme, mais ferme. Le responsable de l'équipe LuxCorp, un homme nerveux aux gestes saccadés, brandissait un exemplaire du contrat de vente. « Poussez-vous, monsieur. Nous avons les titres de propriété, cette terre appartient désormais à LuxCorp. » hurla-t-il, la voix déformée par l'agacement. Maître Pierre ne bougea pas d'1 millimètre. Il sortit de sa poche un document tamponné par la préfecture et commença à lire d'une voix forte et claire pour que même les ouvriers dans les camions puissent l'entendre. « Vous faites erreur, monsieur. Vous avez fait l'acquisition de la société Maison Henry, de ses bâtiments industriels et de son matériel. Cependant, les parcelles cadastrales, numéro 42 à 57, qui constituent l'intégralité de ces champs de roses, appartiennent en nom propre à Madame Élise Henry. Elles ne sont pas natifs de la société. Elles font l'objet d'un bail rural qui a expiré hier soir à minuit et que la propriétaire a décidé de ne pas renouveler. » Un murmure de stupéfaction parcourut l'assistance. Les gendarmes s'avancèrent d'un pas signifiant, ainsi que toute tentative de forcer le passage serait traitée comme une violation de propriété privée. Le responsable de LuxCorp devint rouge de colère puis livide. Il comprit en un instant l'ampleur du désastre. Sans les roses de la propriété, il était impossible de produire le parfum. Sans la formule, il était impossible de recréer l'odeur. Ils avaient dépensé 10 millions d'euros pour un nom sur un papier et quelques tonnes de ferraille rouillée. Il se précipita vers sa voiture pour saisir son téléphone. L'information remonta les échelons de la hiérarchie de LuxCorp comme une traînée de poudre déclenchant des cris et des ordres contradictoires à chaque niveau. Finalement, l'appel atteignit Victor Dubois, qui se trouvait toujours dans les salons dorés du Ritz, en train de trinquer à sa nouvelle conquête. Au Ritz, le champagne avait soudain un goût de cendre. Julien voyait Victor Dubois s'approcher à nouveau de lui, mais ce n'était plus le même homme. Le visage de Dubois était devenu un masque de rage contenue. Ses mâchoires étaient si serrées que l'on pouvait voir les muscles de son cou saillir. Il ne parla pas tout de suite. Il se contenta de fixer Julien, avec un mépris si profond, que mon fils recula d'un pas bousculant une table et renversant plusieurs verres, qui se brisèrent au sol dans un vacarme cristallin. Les invités se turent, sentant que le vent venait de tourner de façon dramatique. « Monsieur Henry », commença Dubois, sa voix n'étant plus qu'un sifflement dangereux. « Vous nous avez vendu une coquille vide, une imposture. » Julien, bégayant, tenta de garder contenance. « Mais enfin, monsieur Dubois, de quoi parlez-vous? Le contrat est signé. Tout est en ordre. » Dubois lui tendit son propre téléphone, affichant un message urgent de son équipe à Grasse. « Mes hommes sont devant un coffre-fort vide. Il n'y a pas de formule. Et vos terres, vos fameux champs de roses, ils ne nous appartiennent pas. Vous avez délibérément caché que les actifs essentiels étaient datés la propriété personnelle de votre mère. Vous avez commis une fraude, monsieur Henry. Une fraude monumentale. » Chloé, qui s'était approchée, sentit le sol se dérober sous elle. Elle vit les invités commencer à s'éloigner d'eux, comme si la pauvreté était une maladie honteuse dont on pouvait attraper les microbes par simple proximité. Julien sentit une goutte de sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale.
Son monde de prestige et de facilité était en train de s'effondrer comme un château de cartes. Les regards admiratifs qu'il recevait, quelques minutes plus tôt, s'étaient transformés en ricanements étouffés ou en silence réprobateur. Il chercha du regard une issue, un soutien, mais il ne trouva que le visage livide de sa femme et l'expression implacable de Victor Dubois. Je ne savais pas. Il doit y avoir une erreur. Balbutia-t-il, mais personne n'écoutait plus ses excuses. La chute était commencée, et elle s'annonçait longue et douloureuse. Il n'était plus le prince de Paris. Il n'était plus qu'un petit escroc démasqué devant ses pairs. « Écoute-moi bien, Victor, j'ai signé pour 10 millions. Tout est à vous, chaque pierre, chaque flacon. » criait mon fils Julien, sa voix montant dans les aigus, attirant les regards curieux des invités qui commençaient à s'amasser près du buffet. Sa respiration était courte, ses mains tremblaient, alors qu'il s'agrippait au revers de sa veste de prix. Mais Victor Dubois ne sciait pas. L'homme qui dirigeait LuxCorp restait impassible, une statue de glace au milieu de la fournaise sociale. Il lui tendit une tablette numérique affichant le contrat certains passages surlignés d'un rouge agressif. Lisez l'alinéa 12 de l'annexe 4, Monsieur Henry. Siffla-t-il ses yeux durs comme des pierres de rivière. La formule originale et les sources de matières premières sont enregistrées comme propriété intellectuelle personnelle de Madame Élise Henry. Elles étaient louées à la société Maison Henry contre une redevance symbolique d'1 € par an. Le contrat stipule explicitement que ce bail prend fin automatiquement en cas de changement de contrôle de l'entreprise. Votre mère a simplement exercé son droit de retrait. Vous nous avez vendu une carcasse sans moteur, une usine qui ne sait plus rien fabriquer. Mon fils Julien sentit ses genoux fléchir. Le champagne qu'il avait bu semblait s'être transformé en plomb dans son estomac. Il sortit fébrilement son téléphone de sa poche, ses doigts glissant sur l'écran, à cause de la sueur froide qui l'inondait. Il ouvrit son application bancaire, espérant voir ces 7 chiffres qui devaient être son bouclier contre le monde. Mais sur l'écran noir, un message en lettres capitales apparut brutal comme un verdict de tribunal. Compte gelé, en attente d'enquête pour fraude commerciale. 10 millions d'euros étaient de l'autre côté d'un mur de verre infranchissable, devenu soudainement inaccessible. L'administration judiciaire n'avait pas perdu une seconde. Sur la plainte de LuxCorp pour dol et manœuvres frauduleuses, toutes les ressources de Julien avaient été placées sous séquestre. En un battement de cils, l'homme le plus riche de la salle était devenu le plus pauvre. Le maître d'hôtel s'approcha alors avec une discrétion toute professionnelle, portant l'addition du banquet sur un petit plateau d'argent. Le montant était astronomique, 50 000 € pour le luxe éphémère d'une soirée de gloire. « Monsieur Henry, murmura-t-il d'un ton neutre, il y a un petit souci avec votre garantie de paiement. La banque refuse de valider la provision. » Julien tendit sa carte bancaire noire avec un geste de défi désespéré, mais le serveur revint 2 minutes plus tard, la carte pincée entre 2 doigts. « Désolé, monsieur, la transaction est refusée. Ordre de la banque. » Le silence tomba sur la table, comme un couperet de guillotine. On entendit un ricanement au fond de la salle, celui d'un ancien associé que Julien avait méprisé. L'humiliation était totale, publique et sans appel. Ma belle-fille Chloé regardait Julien comme si elle découvrait un insecte nuisible posé sur sa robe de soie. Elle n'eut pas un mot de réconfort, pas une main posée sur son épaule pour le soutenir dans la tempête. Elle était déjà occupée à son propre sauvetage. Sous la table, ses doigts volèrent sur son téléphone. Elle était en train d'effacer une à une toutes ses publications récentes sur les réseaux sociaux
Les photos de la Ferrari, les selfies devant la maison Henry, les vidéos de la fête au Ritz. Tout disparaissait dans le néant numérique. Elle ne voulait pas être associée à la chute. Elle ne voulait pas porter l'odeur de la défaite. « Tu es pathétique, Julien !» cracha-t-elle enfin, son visage habituellement si lisse, se tordant dans une expression de dégoût profond. « Tu as réussi à tout perdre en moins d'1 heure. Ne compte pas sur moi pour couler avec toi. » Elle ramassa son sac à main de créateur, celui que Julien lui avait acheté avec de l'argent qu'il n'avait déjà plus, et s'éloigna sans un regard en arrière. Julien restait planté là seul au milieu des ruines fumantes de son ambition, tandis que les invités s'écartèrent de lui, comme si la faillite était une maladie contagieuse. Il appela le nom de sa femme, mais sa voix s'étrangla dans sa gorge. Il était l'homme qui avait voulu vendre l'âme de sa mère, et il découvrait qu'il n'avait même pas réussi à acheter la loyauté de sa propre épouse. L'air climatisé du palace lui semblait soudain glacial, l'odeur des lys dans les vases l'étouffait. Il était pris au piège de sa propre arrogance, victime de ce mépris des détails qui l'avait empêché de lire les annexes du contrat que Maître Pierre lui avait pourtant présenté. Ce fut à ce moment précis que 2 hommes en civil, au visage grave et à la démarche assurée, traversèrent le hall de l'hôtel. Ils ignoraient les dorures et le luxe ne cherchant qu'un seul objectif. Ils se dirigèrent droit vers mon fils Julien. « Monsieur Julien Henry », demanda le plus âgé en montrant brièvement sa carte professionnelle de la police judiciaire. « Vous devez nous suivre immédiatement pour être entendu dans le cadre d'une enquête pour escroquerie aggravée et abus de confiance. » Les menottes ne furent pas nécessaires devant tant de détresse, mais le geste du policier saisissant fermement Julien par le bras fut suffisant pour que tout le monde comprenne. Julien Henry, le prince éphémère de la cosmétique, quittait le Ritz, non pas dans une limousine de luxe, mais à l'arrière d'une voiture de police banalisée, sous les flashs des paparazzis qui se régalaient déjà de son désastre. Pendant que la voiture de police s'éloignait dans les rues de Paris, Julien regardait défiler les lumières de la ville à travers la vitre teintée. Il pensait à la maison Henry, à la fraîcheur des collines de Grasse qu'il avait tant méprisées. Il se rappelait mes mains pleines de terre et mon avertissement qu'il avait balayé d'un revers de main. « Tu es trop vieille pour comprendre le business », lui avait-il dit. Aujourd'hui, derrière les murs froids du commissariat qui l'attendait, il allait découvrir que le business n'est rien sans la terre et que le mépris est un poison qui finit toujours par tuer celui qu'il verse. Le château de cartes s'était écroulé et il ne restait plus que le silence de la cellule pour méditer sur le prix de la trahison. 48 heures. C'est le temps qu'il a fallu pour que le vernis craque complètement. 48 heures enfermé dans une cellule étroite, entre 4 murs d'un gris délavé, qui semblait suinter l'ennui et le désespoir. Mon fils Julien n'avait plus son costume de chez les grands couturiers. On lui avait retiré sa cravate, sa ceinture, ses boutons de manchette en or, et même sa dignité. Il était là, assis sur un banc de bois brûlé, par les cigarettes les épaules voûtées, fixant le néon qui grésillait au plafond. L'odeur n'était plus celle du champagne ou des parfums de luxe, mais celle du désinfectant bon marché de la sueur froide et de la peur. Pour la première fois de sa vie de privilégié, il n'était plus Monsieur Henry, le futur géant de la cosmétique. Il n'était qu'un numéro dans un dossier de procédure pour escroquerie. L'avocat commis d'office, un homme fatigué qui sentait le tabac froid, lui avait expliqué la situation sans aucune forme de ménagement. LuxCorp ne demandait pas seulement le remboursement des 10 millions d'euros. Il réclamait des dommages et intérêts pour le préjudice subi
pour l'image de Marc écorné pour le temps perdu. Le montant total dépassait l'entendement. Julien était ruiné totalement, définitivement. Ses comptes étaient vides, ses biens saisis, et le spectre de la prison ferme planait sur lui comme un oiseau de proie. Parce qu'il avait signé ses documents en affirmant que la formule était incluse, il était personnellement responsable de cette tromperie. La réalité le frappait au visage avec la force d'un coup de poing. Il n'avait plus rien, et personne pour le sortir de là. Le 3e jour, une visite lui fut accordée. Il espérait voir sa femme, ma belle-fille Chloé, arriver avec une équipe d'avocats et un plan de sauvetage. Mais quand elle entra dans le parloir, elle ne portait aucune trace de compassion. Elle était impeccable comme toujours, mais son regard était devenu une lame de rasoir. Sans dire un mot, elle fit glisser un dossier bleu sur la table de Formica. « Ce sont les papiers du divorce, Julien », lâcha-t-elle d'une voix monocorde, sans même s'asseoir. « Je ne vais pas laisser ma carrière et ma réputation couler avec tes bêtises de provinciale. Mon avocat s'occupera du reste. » Elle tourna les talons, sans une hésitation, le laissant seul avec son silence et son désastre. Elle ne l'avait jamais aimé, elle aimait seulement l'éclat de l'argent qu'il promettait. Libéré sous contrôle judiciaire, en attendant son procès, Julien se retrouva sur le trottoir devant le commissariat, avec pour tout bagage un sac en plastique contenant ses effets personnels. Il n'avait plus de voiture, plus de téléphone de luxe, plus de clés pour son appartement parisien dont les serrures avaient changé. Il ne lui restait que quelques billets froissés au fond de sa poche. Il marcha longtemps dans les rues de Paris étranger, à cette ville qu'il pensait avoir conquise. Finalement, la faim et l'épuisement le menèrent à la gare. Il prit un billet pour le sud, non pas en première classe, mais dans un bus de nuit bondé, entouré de gens qui l'auraient méprisé quelques jours plus tôt. Le trajet fut une longue agonie de secousses et de néons d'autoroute. Le bus le déposa à Grasse au petit matin. La lumière était la même que celle qu'il avait fui dorée et implacable. Il commença la montée vers la maison Henri à pied, traînant ses chaussures de ville désormais éraflées et poussiéreuses sur le goudron brûlant. Chaque pas était une épreuve, chaque souffle lui rappelait son échec. Il n'était plus le conquérant revenant sur ses terres, mais un fugitif cherchant un abri. L'odeur des jasmins en fleurs si douces d'ordinaire lui paraissait soudain écœurante, comme un reproche vivant de sa trahison. Il arriva enfin devant le grand portail de fer forgé, celui qu'il avait franchi en Ferrari, avec tant d'arrogance. Ses doigts tremblants tapèrent le code habituel sur le clavier numérique, celui qu'il connaissait depuis son adolescence. Un bip sonore, aigu et sec, lui répondit « Erreur ». Il recommença plus lentement, pensant s'être trompé de touche. Erreur. Le code avait été changé. Il était exclu de sa propre demeure, banni du royaume qu'il avait voulu brader. Il s'agrippa au barreau froid, son front contre le métal, et pour la première fois, il laissa échapper un sanglot étouffé. Il était l'héritier qui n'avait plus d'héritage, le fils, qui n'avait plus de mère. Le silence des champs de roses semblait se moquer de sa détresse. C'est alors qu'il m'aperçut. Je me tenais à quelques mètres de l'autre côté de la grille, une paire de cisailles à la main. Je ne portais pas de vêtements de deuil, mais mon tablier de travail habituel taché de sève et de terre. Je le regardais sans haine, mais sans tendresse apparente. J'observais cet homme brisé qui ressemblait si peu au fils dont j'étais autrefois fière. « Maman, ouvre-moi, je t'en supplie », murmura-t-il, sa voix cassée par la fatigue. Je ne fis pas un pas vers le portail. Je ne tendis pas la main pour presser le bouton de l'ouverture automatique. Je levai lentement le bras, non pas vers la maison de maître, mais vers le bas de la colline, là où se trouvèrent les anciens bâtiments de ferme.
Le portail de la maison restera fermé pour toi, Julien, dis-je d'une voix calme, qui portait malgré la distance. Tu as vendu cette maison dans ton cœur bien avant de signer ce contrat. Mais si tu as faim et si tu cherches un toit, il reste une place dans les baraquements des saisonniers. Je désignais du doigt une petite cabane en tôle et en bois au confort rudimentaire, où les ouvriers se reposaient autrefois pendant la récolte. C'était là que se trouvait désormais sa place parmi ceux qui l'appelaient les paysans. Le prince était tombé, et il allait devoir apprendre à dormir sur la terre qu'il avait voulu piétiner. Le soleil de midi écrasait la colline, transformant le chemin de gravier en une fournaise blanche. De l'autre côté de la grille, mon fils Julien semblait se recroqueviller sous cette lumière implacable. Ses mains autrefois si soignées s'agrippaient aux barreaux de fer forgé avec une force de naufragé. « Tu m'as trahi, maman !» hurla-t-il, sa voix se brisant dans l'air sec. « Tu savais exactement ce qui allait se passer. Tu m'as laissé signer ce contrat en sachant que LuxCorp me détruirait quand il découvrirait le poteau rose. C'est un piège. Tu as ruiné ta propre lignée pour une vengeance mesquine. » Il tremblait de rage et d'épuisement, ses yeux injectés de sang fixés sur moi, comme si j'étais le monstre de cette histoire. Je posais mes cisailles sur le muret de pierre et m'approchais lentement, jusqu'à ce que seul le fer nous sépare. Je ne ressentais aucune colère, seulement une tristesse infinie devant tant d'aveuglement. « Je ne t'ai pas trahi, Julien, » répondis-je d'une voix que je voulais la plus stable possible. « Je t'ai laissé faire tes propres choix. Tu as voulu vendre ce qui ne t'appartenait pas. Tu as méprisé le travail de ton père. Tu as insulté ma mémoire et mon intelligence. Tu as cru que la maison Henri se résumait à un logo et à des murs en béton. Tu as vendu la coquille, mon fils. Mais la perle, c'est moi qui la garde. La formule est dans ma tête et les roses sont dans ma terre. Tu n'as pas pris la peine de lire les documents que Maître Pierre t'a présentés. Ton arrogance a été ton seul bourreau. » Moi, il se laissa glisser contre la grille, tombant à genoux dans la poussière. Les larmes commençaient à tracer des sillons sales sur ses joues mal rasées. « Maman, je t'en supplie, » murmura-t-il, perdant soudain toute sa morgue. « Il réclame les 10 millions d'euros. Je ne les ai plus. Ils sont gelés. Et il demande 3 millions de plus pour les dommages. Si je ne paie pas, Victor Dubois fera en sorte que je passe 10 ans derrière les barreaux. Il veut faire un exemple. Il veut m'écraser. Donne-moi l'argent, maman. Utilise la réserve de la famille. Vends une partie des terres s'il le faut, mais sauve-moi. Je suis ton fils, ton sang. Tu ne peux pas me laisser pourrir en prison. » Je le regardais un long moment, ce fils, qui me demandait de sacrifier l'avenir de notre lignée pour éponger ses dettes de vanité. L'argent de la réserve appartient à la terre et à ceux qui la servent, Julien, dis-je fermement. Il n'est pas fait pour payer les erreurs d'un homme qui a voulu brader son âme. Chaque centime de ce compte est destiné à protéger nos ouvriers, à entretenir nos alambics et à préparer la prochaine récolte. Je ne vendrai pas un seul mètre carré de cette colline pour acheter ta liberté. La liberté ne vaut rien si elle n'est pas méritée. Tu as voulu jouer au grand financier. Maintenant, assume les règles du jeu que tu as toi-même choisies. C'est à ce moment que la vieille Mercedes noire de Maître Pierre apparut dans le virage. Elle remonta l'allée avec une lenteur solennelle et s'arrêta juste derrière Julien. Le notaire en descendit un dossier sous le bras, le visage plus grave que d'habitude. Il ne jeta pas un regard de pitié à mon fils, qui rampait presque au sol. Il s'approcha de la grille et me salua d'un signe de tête respectueux. « Madame Henri, » dit-il avant de se tourner vers Julien. « Monsieur Julien Henri, j'ai ici une proposition de règlement amiable qui vient d'être acceptée par la direction de LuxCorp. » Julien se redressa, une lueur d'espoir fébrile dans le regard. « Un règlement !
Ils abandonnent les poursuites. Maître Pierre ajusta ses lunettes et ouvrit le dossier. Pas exactement. Madame votre mère a passé un accord avec Victor Dubois. Elle s'engage à rembourser l'intégralité des 10 millions d'euros perçus lors de la vente, ainsi qu'une compensation financière substantielle pour clore le litige. En échange, LuxCorp accepte de retirer sa plainte pour fraude et de vous libérer de toute obligation contractuelle. Vous ne serez pas poursuivi pénalement. Julien laissa échapper un soupir de soulagement qui ressemblait à un râle. « Merci, maman. Oh mon Dieu, merci. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. » s'exclama-t-il en tentant de se relever. Mais Maître Pierre l'arrêta d'un geste de la main. « Ne vous réjouissez pas trop vite, monsieur. Il y a une condition. Cet argent ne vous est pas donné. Madame Henry le paie sur ses fonds propres, pour sauver le nom de la famille, pas votre personne. Selon les termes de cet accord, vous sortez de cette affaire avec 0 €. Rien. Pas de voiture, pas d'appartement, pas de compte caché. Vous n'avez plus rien à Paris et plus rien ici. » Le silence retomba sur la colline, seulement troublé par le chant des cigales. Julien regardait le notaire, puis moi, l'esprit embrumé par la nouvelle. « Rien », répéta-t-il incrédule. « Mais comment je vais vivre? Je n'ai nulle part où aller, Chloé. Me divorce, mes amis ne me répondent plus. Tu veux que je devienne un clochard ?» Je fis signe à Maître Pierre d'ouvrir la grille. Le moteur électrique gémit et le fer commença à s'écarter lentement. Je fis un pas vers mon fils, me tenant juste devant lui. « Tu as 2 choix, Julien, » dis-je d'une voix grave. « Tu peux partir d'ici maintenant. Maître Pierre peut te déposer à la gare. Tu iras où tu voudras, tu recommenceras ta vie de 0, loin de nous, sans aucune aide. Ou alors tu restes. Tu acceptes de rembourser ta dette envers la famille, non pas en argent, car tu n'en as plus, mais en travail. Tu commenceras demain matin à 4 heures. Tu apprendras à connaître chaque rosier par son nom. Tu apprendras la sueur, la fatigue et le respect de cette terre que tu as voulu trahir. Tu vivras dans le baraquement avec les saisonniers. Tu mangeras à leur table et tu suivras mes ordres sans discuter. » Julien regarda la route qui redescendait vers la ville, puis il regarda la petite cabane en bois gris, au loin sous les oliviers. Son visage passa par 1000 expressions, l'humiliation, la peur, le dégoût, puis enfin, une sorte de résignation désespérée. Il comprit que le prince était mort et qu'il n'y avait pas de résurrection facile. « D'accord », murmura-t-il en baissant les yeux vers ses chaussures de luxe couvertes de poussière. « Je reste. » Je lui tendis alors un paquet que j'avais préparé à l'avance et que j'avais posé près de la porte. C'était un ensemble de vêtements de travail en toile bleue, rude et épaisse, et une paire de bottes en caoutchouc. « Va te changer dans la cabane, Julien, et jette cette veste de costume aux ordures. Elle ne sert à rien ici. » Il prit le paquet d'un geste hésitant, comme s'il s'agissait d'un fardeau sacré. Je le regardais s'éloigner vers les bâtiments de ferme, le dos voûté, sous le poids de sa nouvelle réalité. Il n'était plus le fils prodigue, il n'était plus le traître. Il était redevenu un inconnu qui devait tout réapprendre. Le chemin vers la rédemption allait être long et il allait se faire dans la boue et l'odeur des roses. Le réveil retentit à 4 heures du matin. Un son strident et impitoyable qui déchira le silence de la petite cabane. Mon fils Julien, étendu sur un matelas étroit dont les ressorts grinçaient à chaque mouvement, ouvrit les yeux sur une obscurité totale. Il n'y avait pas de rideau de soie ici, pas de chauffage central pour adoucir la fraîcheur de l'aube. Il sentit immédiatement la morsure du froid sur sa peau et une raideur douloureuse dans chaque muscle de son corps. La veille, il avait passé 10 heures à porter des caisses de verre vides.
et ses mains autrefois si douces commençaient déjà à se couvrir de rougeur. Il resta immobile un instant, le regard fixé sur le plafond de tôle, où tambourinait une pluie légère, se demandant sans doute si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais l'odeur de la terre humide et du vieux bois lui rappela brutalement que sa vie de prince parisien s'était évaporée. Il enfila ses vêtements de travail, cette toile bleue rugueuse qui lui irritait la peau, et chaussa ses bottes de caoutchouc encore humides. En sortant de la cabane, il fut accueilli par Jean le vieux contremaître, un homme dont le visage ressemblait à une écorce de chêne et qui travaillait pour la maison Henri depuis 30 ans. Jean ne l'aimait pas et il ne s'en cachait pas. Alors le prince est enfin réveillé, railla-t-il en lui tendant un sécateur. Les roses n'attendent pas qu'on ait fini de rêver à ces millions. En route, on commence par la parcelle du haut, celle que tu voulais transformer en parking de luxe. Julien ne répondit rien. Il baissa la tête et emboîta le pas à l'équipe de saisonniers, sentant leur regard moqueur peser sur ses épaules voûtées. Le travail était une torture lente et méthodique. Chaque rose devait être coupée avec précision, sans abîmer la tige, puis déposée délicatement dans un grand panier d'osier. Mon fils Julien était d'une maladresse humiliante. Ses doigts habitués à taper sur des claviers d'ordinateur ou à signer des contrats ne comprenaient pas la souplesse de la fleur. Il se piquait sans cesse aux épines, laissant de petites taches de sang sur les pétales blancs. À midi, son dos n'était plus qu'une brûlure constante et ses genoux tremblèrent de fatigue. Il voyait les autres ouvriers avancer avec une aisance déconcertante, riant entre eux, tandis qu'il luttait pour ne pas s'effondrer. Personne ne lui proposa d'aide. Dans ce monde de labeur, le respect ne s'héritait pas, il se gagnait millimètre par millimètre. Les jours se transformèrent en semaines, et la fatigue devint sa seule compagne. Julien perdit du poids, son visage s'affina. Ses mains se couvrirent de callosités sombres. Il ne parlait presque plus, trop épuisé pour se plaindre ou pour argumenter. Il rentrait chaque soir dans sa cabane, mangeait une soupe claire et s'endormait avant même que le soleil ne soit totalement couché. Un après-midi, alors qu'il transportait un sac de pétales vers la distillerie, il glissa sur une plaque de boue et s'étala de tout son long, renversant la précieuse cargaison. Il resta là prostré dans la fange, les mains enfoncées dans la terre noire, et il commença à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de colère, mais des larmes de pure impuissance. Il réalisa à quel point il avait été arrogant de mépriser ce que ces gens accomplissaient, chaque jour, pour une fraction de ce qu'ils dépensaient autrefois en une soirée. Le tournant arriva une nuit de juin, alors qu'une chaleur étouffante pesait sur la vallée. Le ciel devint soudain d'un noir d'encre, et le vent tourna brusquement, apportant avec lui l'odeur électrique d'un orage violent. Jean frappa à la porte de la cabane de Julien avec frénésie. « Debout, la grêle arrive. Si on ne récolte pas ce qui est prêt maintenant, tout sera haché menu, avant l'aube. » Julien se leva d'un bond, l'instinct de survie prenant le dessus sur l'épuisement. Il se précipita dans les champs sous les premiers éclairs qui déchiraient les collines de Grasse. Il travailla pendant 20 heures consécutives, sans s'arrêter pour boire ou pour manger. La pluie se transforma en un déluge, transformant le sol en un marécage glissant. Mais il continua à couper, à remplir des sacs, à lutter contre les éléments pour sauver la récolte. Dans la fureur de l'orage, quelque chose changea en lui. Il ne pensait plus à sa dette, il ne pensait plus à LuxCorp ou à son ex-femme Chloé. Il ne pensait qu'à ces fleurs fragiles qui représentaient le sang et la sueur de ses ancêtres. Il se surprit à murmurer des encouragements aux rosiers, comme s'il pouvait les protéger de sa propre voix. Ses mains ne tremblaient plus de maladresse, mais
agissait avec une efficacité désespérée. Il n'était plus un corps étranger dans le champ, il en faisait partie. La boue qui recouvrait son visage n'était plus une souillure, mais une armure. Lorsqu'enfin le soleil se leva sur une terre dévastée par l'eau, mais dont une grande partie des fleurs avait été sauvée, Julien s'écroula contre un muret épuisé, mais habité par une étrange paix. Je l'observais depuis la fenêtre de ma chambre, cachée derrière les rideaux de dentelle. Je l'avais vu lutter toute la nuit. Je l'avais vu porter des charges qui auraient fait reculer un homme plus robuste. Je vis Jean s'approcher de lui et pour la première fois poser une main rugueuse sur son épaule en lui offrant un morceau de pain. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était la reconnaissance d'un père. Mon fils Julien ne vit pas mes larmes de soulagement. Il était en train de redécouvrir ce que signifie être un homme, non pas par le pouvoir qu'on exerce sur les autres, mais par la responsabilité que l'on prend envers ce qui nous dépasse. Un soir, alors qu'il cherchait une couverture supplémentaire dans un vieux coffre au fond de sa cabane, Julien tomba sur un petit carnet relié en cuir noir aux pages jaunies par l'humidité. Il l'ouvrit avec précaution et reconnut immédiatement l'écriture fine et nerveuse de son père Henri. C'était le journal de ses premières années à la tête de la maison. Julien commença à lire et ce qu'il découvrit le bouleversa plus que n'importe quelle leçon. Son père n'y parlait pas de marge bénéficiaire ou de stratégie d'expansion. Il y décrivait la poésie d'un accord de jasmin, la difficulté de capturer l'odeur de la pluie sur la terre chaude et l'amour immense qu'il portait à cette terre qui exigeait tant, mais donnait au centuple. « Un parfum n'est pas un produit, Julien », avait écrit mon mari dans une note datée de 30 ans auparavant. « C'est une émotion que l'on emprisonne dans du verre. Si tu perds le contact avec la terre, tu perds le contact avec la vérité. » Julien ferma le carnet les mains tremblantes. Il se souvint de toutes les fois où il avait ricané quand son père lui parlait de l'âme des fleurs. Il se souvint du mépris avec lequel il avait traité notre héritage. Le remords le submergea une douleur plus vive que toutes les piqûres d'épines. Il réalisa qu'il n'avait pas seulement voulu vendre une entreprise, il avait voulu assassiner la passion de son père et la dignité de sa mère. Il resta assis dans le noir pendant des heures, serrant le journal contre son cœur, pleurant l'homme qu'il aurait pu être et celui qu'il était devenu. Le lendemain matin, à 4 heures, il ne fut pas réveillé par le signal strident de l'alarme, mais par sa propre volonté. Il sortit de la cabane avant tout le monde. L'air était pur après l'orage, et une odeur incroyable s'élevait des champs. Un mélange de terre mouillée, de feuilles froissées et de roses renaissantes. Julien ferma les yeux et inspira profondément. Pour la première fois de sa vie, il ne sentait pas l'argent. Il ne calculait pas la valeur du kilo de pétales sur le marché de Grasse. Il sentait la complexité de l'arôme, la note de tête poivrée, le cœur charnu et la base terreuse. Il comprenait enfin pourquoi cette fleur ne pouvait pas être reproduite par une machine ou synthétisée dans un laboratoire parisien. Elle était vivante et il était lui aussi redevenu vivant au milieu d'elle. 1 an a passé depuis cette nuit d'orage où mon fils Julien a failli tout perdre. Le temps ici ne se mesure pas en trimestres financiers, mais en cycles de floraison et en nuances de lumière. Julien n'est plus l'homme qui est arrivé en Ferrari rouge, le regard plein de mépris. Le soleil du sud a tanné sa peau, et ses mains autrefois si lisses sont maintenant marquées par les cicatrices des rosiers et le brun de la terre. Il est devenu sec, nerveux, efficace. Il n'est plus le directeur qui observe de loin, il est le contremaître qui marche en tête. Ce matin, à 4 heures, c'est lui qui a réveillé les équipes. Jean, le vieux contremaître, ne l'appelle plus « le prince ». Il partage maintenant le même silence complice.
devant la beauté d'une récolte réussie. Mon fils a appris que le respect ne s'achète pas, il se récolte un jour après l'autre, à la force du poignet. Dans le laboratoire de la maison Henri, les vieux alambics en cuivre brillent sous la lumière rasante de l'après-midi. J'étais assise devant mon orgue à parfum, entourée de centaines de petites fioles, étiquetées à la main. Je travaillais sur une nouvelle création, une fragrance qui devait marquer la renaissance de notre nom, après le scandale provoqué par la vente ratée. Mais je bloquais. Il manquait quelque chose, une note de cœur, un secret, que je ne parvenais pas à saisir. L'accord était trop parfait, trop technique. Il lui manquait cette étincelle de vie qui fait qu'un parfum devient une signature. J'ai soupiré en posant ma pipette, sentant le poids des années peser sur mes épaules. J'ai laissé la fiole principale sur la table de marbre et je suis sortie prendre l'air sur la terrasse, laissant la porte entr'ouverte. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un pas discret dans le laboratoire. C'était mon fils Julien. Il était venu apporter les relevés de la pesée du jour. Il ne savait pas que j'étais là juste derrière la porte. Je l'ai observé en silence. Il s'est approché de mon plan de travail, ses yeux s'arrêtant sur la fiole ouverte. Il a hésité, puis avec une délicatesse que je ne lui connaissais pas, il a porté le buvard à son nez. Il a fermé les yeux restant immobiles pendant de longues secondes. J'ai vu son visage s'animer, ses narines frémir. Il n'analysait pas le produit. Il le ressentait. Il a alors saisi un petit flacon de distillat que j'avais laissé de côté, une essence de racine qu'il avait lui-même préparée, quelques jours plus tôt à titre expérimental. D'une main ferme, il a ajouté une seule goutte, une seule dans la fiole principale, avant de reposer le tout et de s'éclipser silencieusement. Quand je suis revenue dans la pièce, j'ai tout de suite senti la différence. L'air semblait avoir changé de texture. J'ai repris le buvard et j'ai respiré. Mes yeux se sont écarquillés. C'était là, cette note terreuse presque sauvage qui venait casser la douceur de la rose pour lui donner une profondeur charnelle. C'était le lien manquant entre le ciel et la terre, entre le luxe et le labeur. Mon fils Julien n'avait pas seulement ajouté une substance, il avait ajouté son propre parcours, sa propre souffrance, sa propre vérité. Il avait compris l'âme de la maison Henri, mieux que n'importe quel expert de LuxCorp. J'ai souri pour moi-même, sentant une immense fierté m'envahir, une fierté bien plus précieuse que les millions qu'il avait autrefois convoités. Le soir même, alors que le soleil déclinait derrière les montagnes de l'Estérel, je me suis installée sur la véranda. Le silence de la fin de journée était apaisant. J'ai préparé 2 tasses de thé fumant, une habitude que nous avions reprise depuis quelques mois. Julien est arrivé encore vêtu de son tablier de cuir, les épaules un peu lasses, mais le regard clair. Il s'est assis sur la marche d'escalier en pierre à mes pieds. Nous n'avions pas besoin de grands discours. Les excuses avaient été faites dans le silence du travail et le pardon s'était construit dans la répétition des gestes. « Le distillat de racine a bien fonctionné, maman », demanda-t-il simplement sans chercher à se vanter de son intervention. « Il a sauvé le parfum Julien », répondis-je en posant ma main sur son épaule. « Tu as trouvé ce que je ne voyais plus. Tu as trouvé l'équilibre. » J'ai alors sorti de ma poche un document plié en 2 que Maître Pierre m'avait apporté le matin même. Ce n'était pas un acte de propriété totale, ce n'était pas un chèque en blanc. C'était un contrat de parfumeur junior, avec une clause de progression sur 10 ans. C'était une promesse d'avenir, mais une promesse qui exigeait encore des années de patience et d'apprentissage. C'est pour toi, mon fils. Si tu acceptes de continuer à apprendre un jour, cette maison sera vraiment la tienne. Non pas parce que tu en as hérité, mais parce que tu l'as mérité. Julien prit le papier avec une émotion visible. Il ne le survola pas comme il l'avait fait avec le contrat de LuxCorp. Il lut chaque ligne,
chaque mot, avec une attention religieuse. Il n'y avait plus d'arrogance dans son regard, seulement une profonde gratitude. Il replia soigneusement le document et le rangea dans sa poche de poitrine, juste contre son cœur. « Merci, maman », murmura-t-il, sa voix un peu étranglée par l'émotion. « Je ne te décevrai plus. » Il se tourna vers l'horizon, là où les champs de roses s'étendaient, comme une mer de velours sous la lumière pourpre du crépuscule. Le vent léger apportait les effluves de la terre refroidie et des fleurs qui se refermaient. Le prince déchu était devenu un homme debout. Il n'avait plus de Ferrari, plus de costume sur mesure, plus de compte bancaire à 7 chiffres. Mais il avait quelque chose de bien plus grand, une place dans le monde et la paix de l'esprit. Il savait maintenant que la vraie richesse ne se compte pas, elle se respire. Il prit une gorgée de son thé, ferma les yeux pour savourer cet instant de calme parfait. Et un léger sourire éclaira son visage fatigué. Il inspira une dernière fois le parfum entêtant de la vallée qui l'avait vu naître et renaître. « C'est étrange », dit-il doucement en regardant le soleil disparaître. « On dirait que tout a enfin une odeur de maison. 5 années ont passé depuis que la terre de grâce a accueilli à nouveau son fils prodigue. 5 années de labeur, de patience et de silence. Aujourd'hui, la maison Henri ne ressemble plus à la relique poussiéreuse que mon fils Julien voulait autrefois brader. Elle est redevenue un phare, au milieu des collines, une institution respectée, non pas pour ses millions mais pour la vérité, qu'elle enferme dans chaque flacon. Le jardin de roses que nous avons sauvé ensemble, lors de cette nuit d'orage mémorable, est plus vigoureux que jamais. Les buissons sont chargés de fleurs, dont le parfum semble plus dense, plus complexe, comme s'ils avaient eux aussi appris de nos épreuves. Julien se tient désormais au milieu de la nouvelle distillerie. Il n'a plus besoin des conseils de Jean pour régler la température des alambics. Ses gestes sont devenus précis, instinctifs. Il écoute le murmure de la vapeur et le goutte à goutte du distillat avec la même attention qu'un chef d'orchestre. Il ne porte plus ses costumes de prix, sa tenue de travail délavée par le soleil et les lavages répétés est sa véritable armure. Lorsqu'il croise le regard des ouvriers, il ne voit plus des paysans, mais des frères d'armes. Il connaît le nom de chaque enfant né dans la vallée. Il connaît les peines et les joies de chaque famille qui travaille avec nous. Il a compris que la maison Henri est une communauté d'âmes avant d'être une entreprise. Le succès du nouveau parfum, l'éveil de la terre, a dépassé toutes nos espérances. Les critiques du monde entier ont salué ce qu'ils appellent une révolution olfactive, une fragrance qui capture l'essence même de la résilience. Mais pour Julien, ce succès n'est pas une revanche sur le passé. C'est un hommage. Il a refusé toutes les invitations aux soirées mondaines de Paris ou de New York. Il préfère rester ici, à Grasse, pour surveiller la floraison ou pour discuter d'une nouvelle méthode de macération avec Maître Pierre, qui est resté notre conseiller le plus fidèle. Julien a trouvé une richesse que les banques ne peuvent pas saisir, le sentiment d'être à sa juste place. Un après-midi, une voiture de luxe noire aux vitres teintées s'est arrêtée devant le grand portail de fer. Un homme en est descendu, un cadre de Luxe Corp que nous n'avions pas revu depuis longtemps. Il venait avec une nouvelle proposition encore plus colossale que la précédente. Il parlait de rachat, de fusion, de développement mondial. Julien l'a écouté en silence, debout sur le perron de la maison, les mains dans les poches. Il n'a pas ri, il n'a pas montré de colère. Il a simplement souri, un sourire tranquille et sans appel. « Monsieur !» a-t-il dit en désignant la vallée du bras. « Vous voyez cette terre ? Elle n'est pas à vendre. Elle ne l'a jamais été. On ne vend pas ce qui nous fait vivre. » L'homme est reparti bredouille, laissant derrière lui le silence victorieux des collines.
Je regarde mon fils depuis la terrasse de la maison de maître. Mes forces déclinent doucement comme le soleil sur l'Estérel, mais mon cœur est léger. Je n'ai plus peur de l'avenir. Je sais que lorsque je fermerai les yeux pour la dernière fois, les clés de la maison Henri resteront entre de bonnes mains. Julien a appris la leçon la plus difficile que l'on ne possède vraiment, que ce que l'on a protégé avec son cœur. Il s'approche de moi, une petite fiole à la main, un nouvel essai qu'il veut me faire sentir. Il s'assoit à mes côtés, et nous restons là ensemble à regarder le crépuscule envelopper les rosiers de sa lumière dorée. L'air est rempli de cette odeur de maison, de paix et de racines. Tout est enfin à sa place.